chapeau? Hello! Ça va, on a mis tous les deux le chapeau. Mais tu sais pourquoi? Je Hmm, t'explique. C'est ouais, que j'ai fait un live avant-hier avec les cheveux propres. Hier, ouais, c'était moi qui étaient attachés. Et là, aujourd'hui, comme c'est le confinement, je mets un truc dessus. très bien. Bon, ça va? Bon, ouais, super. On Ça va, confine. on va attendre un petit peu que les gens arrivent? Ouais, avec plaisir. Bon, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Bah ça va, ouais, très bien. Écoute, ça confine tranquillement au Pays Basque. On fait des réunions avec les autres directeurs de prod pour savoir un peu Bah oui. quand et comment ça peut reprendre, parce que là, la question, c'est il y a plein de questions liées aux gestes barrières à mettre en place, à la sécurité. Et comme notre job, c'est aussi d'être, on est responsable de l'hygiène et de la sécurité, ben, donc on réfléchit à comment mettre en place tout ça sans que ça crée comment dire, que ce soit plus compliqué au niveau du temps. Déjà, on a peu de temps en général. Mhm. Donc là, si en plus faut mettre des gants, des tests, Ouais, c'est des quand, bah, ça fait, les gens vont arriver au fur et à mesure. ok, Donc, François, salut, donc toi, tu es directeur de prod dans l'audiovisuel. Donc moi, c'est un milieu que je connais ouais, parce que je viens du spectacle vivant. On s'y ouais, fait, quand j'ai fait une formation à l'automne dernier au CIFAP. Et donc, mhm, t'es intervenant, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, toi, t'es directeur de prod t'as été sur la série Section de recherche, mhm. des documentaires, notamment un récent qui est sur le danseur Lil Buck, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et Qui sur pas devait mal. sortir en juin, mais comme tous les cinémas de France et de Navarre sont fermés, on est en attente d'une date pour reprogrammer cette sortie. Voilà, donc ça devait être en juin, mais finalement, comme on est tous face à l'incertitude de la réouverture et des cinémas et de la reprise du travail, bah, on attend. Voilà. Mais Et voilà. pas mal aussi, c'est ça. Pardon? Je sais Sur pas, pas ça a coupé. travail aussi sur Oui, pas mal de réclames, ouais. Je fais pas mal de réclames là, ces derniers temps, parce que ce projet m'a pris pas mal de temps. J'étais pendant un an à me balader un petit peu partout, entre New York, Memphis, où j'ai passé un mois et demi avec ce danseur, et puis avec pas mal d'allers-retours. Du coup, j'ai fait de la pub là depuis un an et demi pour voir mon fils un peu plus souvent et puis profiter un peu de la maison comme sont dans des temps plus courts. En gros, pour une publicité qu'on va tourner pour une semaine, on a 3, 4 semaines de préparation. D'accord. Et du coup, Voilà. toi, donc la première question qui vient, c'est finalement, déjà, depuis combien de temps tu es dans le milieu de l'audiovisuel? Que tu es professionnel, ça veut dire tes premiers cachets, tu les as fait il y a combien de temps? Bah, donc j'ai commencé, j'ai rien fait, j'ai pas fait grand-chose d'autre. J'ai commencé par produire un peu de musique sur un petit label. Au moment où l'industrie musicale se cassait la gueule, au moment où Napster arrivait en fait. Voilà. Ouais, Et du coup, bah, j'ai produit un peu de musique pendant un an avec un associé qui travaille chez Rough Trade à Paris. Et puis on a fait deux maxi. Puis après, la production m'intéressait. Je suis arrivé en tant que stagiaire. Donc j'ai fait des milliers et des milliers de cafés, j'ai appris à faire des cappuccinos, des lattés, tu as fait une et formation voilà. avant spéciale? Vraiment? Non, non, j'ai vraiment, j'ai fait une formation, mais c'était l'histoire de l'art, et puis une licence de cinéma. Voilà, Ouais, quand même. jusqu'à la maîtrise, ouais, 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 c'était intéressant, mais c'est plutôt en école, enfin en fac de cinéma, on apprend l'histoire du cinéma, on voit des films, on apprend le découpage des films, mais c'était pas tellement appliqué. Et du coup, bah, le job, je l'ai appris surtout bah, en faisant stagiaire régie, parce que tu commences le premier, tu finis le dernier, t'es mal payé, t'apprends le dur labeur, t'apprends la psychologie aussi, de
comment parler avec les acteurs, les mettre bien, parce que souvent, tu te retrouves à les driver, il faut que tu es la première personne qui voit. Donc, il y a une dimension psychologique, et puis après, tu les amènes au maquillage, coiffure, tu as le réalisateur qui vient de demander, alors ils sont comment aujourd'hui? C'était Et quoi, tu te souviens? comment, c'est quelle année? Ton C'était projet, en c'était quoi? C'était sur quoi comme Mon projet? premier job, c'était en Normandie en fait. C'était une coïncidence en fait. Moi, j'étais à l'époque, j'étais toujours à la fac, quoi. Et puis il y a une société qui est venue faire des repérages dans la maison de mes parents en Normandie. Et ma mère était une commère et elle a parlé avec le régisseur en disant que je faisais des études de cinéma et lui a dit bah, on cherche des stagiaires. Donc j'ai rencontré ce mec, j'ai fait le stage, ça s'est bien passé. Du coup après je me suis fait des contacts sur ce film-là, j'ai rencontré d'autres régisseurs qui avaient le même job que moi, qui m'ont appelé et puis de fil en aiguille on m'a appelé pour une série qui se passait à Saint-Malo. Mhm. Je suis parti 3 mois, qui a été vraiment mon premier vrai job long de stagiaire régie où on tournait sur les bateaux, donc ça demandait une assez grosse logistique et, qui était ça s'appelait les Caribans, c'était 3 épisodes de 1 heure et demie avec un assez gros casting. Il y avait Jacques Perrin, il y avait Stéphane Metzger, Virginie Lanoux, Aurore Clément et Ah, pas du tout ça, du coup. Tu connaissais pas ce... comment? Je connaissais pas grand-chose, non, non, j'ai appris vraiment sur le tas à installer la table régie le matin avec j'ai appris des trucs assez drôles, ouais. Et là, j'ai rencontré un producteur à qui je suis devenu super ami, qui la première semaine me dit t'as des clopes? Je lui dis bah non, j'ai pas de clopes. Il me dit mais comment tu vas gagner ta vie en tant que stagiaire si tu vends pas des clopes? Alors on a vite acheté des cartouches de clopes et puis le troisième jour il me dit bah t'as pas un ginto? Bah non, on n'a pas d'alcool. Il me dit bah faut un bar quand même. Donc on a acheté le bar et puis au fur et à mesure bah, on a appris et puis c'est vrai que bah, on gagnait un peu de blé en vendant des clopes aux techniciens qui avaient jamais le temps d'en acheter et puis de fil en aiguille bah, j'ai appris les rouages puis les demandes d'autorisation et puis essayer de trouver l'optique de ce métier qui est en fait de démerder des problèmes. C'est toujours avoir c'est l'adage de s'il y a un problème, il y a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai appris comme ça, et puis je me suis retrouvé un jour, on tournait à Dinard, qui est en face de Saint-Malo, pour ceux qui connaissent pas en fait. Et Dinard est lié à Saint-Malo par un barrage qui s'appelle le barrage de la Rance. Et donc un matin, on tournait à Dinard. L'équipe logeait à Saint-Malo. Et du coup, nous, on arrivait à 6 heures du matin pour avoir un PAT, donc un prêt à tourner, c'est l'acronyme de prêt à tourner, qui était à 9 heures. Et donc, nous, on arrive à 6 heures du matin là-bas. On arrive à Dinard à 7 heures du matin. Et là, tous les techniciens commencent à nous appeler. On est bloqué. Il y a un barrage, enfin, il y a une manif étudiante et ils ont bloqué le barrage. Et du coup, là, nous, avec le producteur, le régisseur en général, toute l'équipe régie dans le décor où on va tourner. Et ils nous disent, bah, tous les camions sont bloqués, ils peuvent pas passer, notre journée est foutue. Donc là, on réfléchit, on se dit merde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et là, je parle, enfin, l'équipe est un peu bloquée. Et moi, je sais pas, je fais un coup de bluff, je dis, bah, on va aller voir les meneurs. Il y a toujours des meneurs dans ces réunions, dans ces manifs étudiantes, et puis on va parler avec ces meneurs et on va leur proposer de faire de la figure, on va leur filer 100 balles et puis ils vont être contents. Donc le producteur qui était paniqué me dit ouais vas-y on fait ça et tout. Moi j'avais à peu près l'âge des étudiants à cette époque-là. Et du coup on part à 200 à l'heure, je me souviens dans sa Golf de location à tracer vers le barrage, c'était tout bloqué. Du coup je lui dis bah écoute je suis désolé hein, mais toi t'as 40 piges, moi j'en ai 22 donc tu laisse-moi, moi je vais y aller à pied parce que s'ils voient ta gueule ça va être fini. Ils vont pas...
Et du coup, bah, je vois le leader charismatique de cette manif et tout. Je lui dis, bah, je suis super emmerdé, c'est mon premier job, tu vois. Et j'ai 5 camions qui sont bloqués là. Et du coup, on est en tournage. Il faudrait vraiment, si on n'y arrive pas, je vais sauter et on va être bloqué. Ce que je te propose, c'est que tu me dis, vous êtes étudiant, vous avez besoin de blé, on vous prend en figuration dans les prochains jours. Et juste laisse-moi passer les camions, s'il te plaît. Et le mec réfléchit un peu et il me dit, ok, là il appelle au Toki les mecs qui bloquaient et dit, libérez les camions. Et là, je vois les camions se libérer. Et j'avais l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que le mec c'était Moïse, qu'il avait fait passer les camions qui passent sur la file de sécurité. Et du coup, on a perdu 1 heure de tournage. Et ce qui m'a permis de lier une amitié indéfectible avec ce producteur, qui, à la fin du tournage, m'a proposé de monter sa boîte, enfin de l'aider à monter une boîte avec lui de prod, qui s'appelait Aube Productions. Et là, c'est vraiment là que j'ai vraiment appris le métier de la prod, avec toute la chaîne de fabrication, de développement d'un projet. Alors justement, Voilà. un directeur de qu'est-ce que tu sais le métier d'un directeur de prod dans l'audiovisuel du coup? Bah, le directeur de prod, il doit aimer deux choses, c'est résoudre des problèmes et l'humain. Parce que il y a une composante financière qui est, si tu veux, c'est on t'amène un projet. Et de ce projet-là, tu dois donner ce qu'on appelle un ballpark, c'est-à-dire donner une idée de combien le film va pouvoir coûter déjà. Il y a une analyse financière, de savoir les moyens à mettre à disposition pour que le film puisse se faire. Dans cette tâche, on est aidé par le premier assistant réalisateur qui est vraiment le collaborateur indispensable à ce stade de la préparation, de l'étude même du projet. Parce que bien souvent, le producteur, il n'a pas une idée très précise de combien son film va lui coûter. Il sait, lui, combien vont lui coûter et son réalisateur et ses comédiens principaux. Parce que souvent, pour aller voir un distributeur, il faut attacher des talents. Voilà. Donc, Mhm. le producteur, c'est en cela que la notion américaine est intéressante, c'est qu'il y a below et above the line. Voilà. Donc, le producteur, lui, s'occupe de tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne. Donc, Mhm. c'est-à-dire les scénaristes, les réalisateurs, le réalisateur, pardon, et ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire les comédiens principaux. À partir du moment où il a fait cette négociation-là, il communique ses chiffres au directeur de production, qui lui va faire une étude financière basée sur les talents qui ont été recrutés. Parce Mhm. qu'évidemment, quand on a Kate Winslet ou Michel Dupont, donc c'est le premier film, les incidences ne vont pas être les mêmes parce que contractuellement, un comédien important, il va avoir besoin d'assistante, de sa maquilleuse, de sa coiffeuse, de son staff personnel, d'une loge qui va faire 12 mètres de long ou 3 mètres de long. Donc Mhm. tous ces paramètres, on en tient compte pour deviser un film. Et puis après, on s'occupe de recruter, une fois que le producteur a obtenu tous ses financements, donc une fois que cette étude a été réalisée. Donc ça, c'est le producteur qui s'occupe de réunir les financements. Toi, finalement, Ouais, tu moi dépenses je lui l'argent. dis, voilà. Ouais, en fait, le producteur, lui, il se trouve les financements pour faire le film, mais avec une idée de combien son film va coûter. Voilà, Mhm. donc c'est jamais un chiffre qui va être exact, mais on va pouvoir lui dire, on peut faire une étude extrêmement précise, lui dire à moins de temps, ton film il coûtera pas moins le coût médian des films, c'est 5,4 millions, voilà, en France, un coût médian. Après, il y a beaucoup de petits films qui sont à moins de 2 millions, il y en a quelques-uns qui sont à plus de 15 millions. Mais à cette étape-là, donc, on peut dire au producteur, ton film, tu pourras pas le faire à moins de temps. Et s'il se fait à ce montant-là, il faudra pouvoir le faire dans ce nombre de jours. Et c'est en cela que le premier assistant réalisateur a un rôle extrêmement important parce qu'il fait un premier dépouillement, c'est-à-dire il prend toutes les séquences, il dit ça va nous prendre tant de temps à tourner. Et avec tout ça, tous ces éléments-là, le directeur de production, il peut évaluer les salaires, les moyens techniques à mettre en place, euh, combien ça va coûter en déco, voir dans quel pays on peut le tourner, puisqu'évidemment il y a des crédits d'impôt. Il y a une grande versatilité des lieux de tournage en fonction des crédits d'impôt. Ça, Mhm. c'est l'ingénierie financière que le producteur met en place.
Et une fois que les financements sont réunis, là, le directeur de production, il rentre en jeu et il commence à ventiler les dépenses, c'est-à-dire dire, en coordination avec le réalisateur qui vient souvent à des envies de techniciens. Donc, le directeur de production, c'est le premier technicien à être embauché avec le premier assistant réalisateur. Mhm. Et ensuite, bah, il y a le chef opérateur, donc il y a plusieurs départements qui interviennent sur un film. Donc le directeur de production en coordination avec le choix du réalisateur, il va embaucher euh, le chef opérateur. Parfois c'est le producteur qui négocie quand il y a des chefs opérateurs de renom, mais en général, le DIRPROD il va embaucher le chef opérateur, le chef décorateur et le chef monteur pour ce qui est de la post-production. Et si je parle de ces quatre, euh, quatre chefs de poste, donc qui sont directeur de production, directeur de la photographie, pardon, chef décorateur et chef monteur, c'est que ce sont les quatre collaborateurs de création qui sont indispensables pour obtenir le crédit d'impôt français. Mhm. Mhm. Je Euh, comprends. voilà. Et Et puis après, il y a plein d'autres toi, départements embauchés. donc toi, tu arrives en premier sur la production, avant même que le producteur ait les financements, finalement, c'est toi qui va deviser, entre guillemets, qui va dire à peu près combien un film peut coûter, c'est bien ça? Mhm. Et Ouais, du ouais. coup, comment tu arrives sur une prod? C'est-à-dire que tu travailles, c'est des réseaux, j'imagine que ça doit être dans le... Comment ça se passe quand ça Bah, commence? c'est du fil, c'est du bouche à oreille, c'est des connaissances, c'est vraiment très aléatoire. Parfois c'est des anciens stagiaires qui passent commenter leur boîte et puis qui t'appellent, qui te disent ah tiens j'ai ça à deviser, est-ce que tu peux me faire l'étude? C'est un réseau de connaissances que tu te fais, d'expériences, d'affinités aussi. C'est un métier qui marche beaucoup par affinité, par psychologie, par expérience aussi. Et, euh, et où tu arrives souvent par des réflexes communs, c'est souvent des gens avec qui tu as déjà travaillé, effectivement. Mhm. Donc, Et comme dans le spectacle, hein, finalement. De toute façon, c'est un petit milieu. Et c'est un petit milieu qui a l'avantage de se jouer plus sur l'expérience. Et mhm. puis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas je sais pas si c'est bien ou mal, mais il n'y a pas de diplôme disant que tu as l'habilité théorique, Mhm. parce que c'est vraiment un métier de pratique, d'habitude, c'est Poulvord qui disait enfin, qui avait fait un court métrage qui était assez véridique, assez drôle sur les petites épiceries. Voilà, c'est plein de petites épiceries spécialisées, un film. Avec des termes techniques. Moi, je t'avouerais que quand j'étais donc stagiaire et j'avais cette envie déjà de me dire je vais faire de la prod, bah, j'ai super vite déchanté parce que je me suis rendu compte que je comprenais rien. On me parlait d'une gueuse, d'un drapeau, de la dolly, de tout un tas de jargon technique qu'il faut déjà appréhender pour avoir Mhm. Mhm. un corpus commun pour comprendre les besoins de chacun, que ce soit parce qu'en fait, quand tu es directeur de production, tu dois solutionner les problèmes, les éventuelles problématiques que chacun peut rencontrer. Effectivement, là, en commençant sur un film où il y avait du bateau, Mhm. le paramètre de l'eau, tu te rends compte que tout devient, que ça crée une force inercitique complètement dingue parce que du coup, bah, l'ingénieur du son, il doit tout protéger son matos, que les caméras, c'est pareil, elles peuvent prendre la flotte. Et à l'époque, on tournait en pellicule, donc c'était tout un bordel pour charger les caméras, parce qu'il faut l'absolu, les quais sont étanches, donc tout prenait un temps monstrueux. Je me souviens que cet ami là, enfin ce producteur qui est devenu un très bon pote, il perdait son portable qui tombait dans la flotte tous les 3 4 jours. Du coup, faut anticiper en fait. C'est vraiment un métier où il faut vraiment, vraiment anticiper pour jamais être battu. D'accord. Et Parce d'ailleurs, que sur les tournages, toi, tu es là tous les jours. ah bah je suis là, oui oui, je suis là tous les jours le matin, juste après les régisseurs qui eux installent la table régie.
Ouais, je suis en premier avec les équipes techniques, sauf si j'ai un problème à résoudre avec la production. Mais oui, 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 parce que le producteur fait délégation de la responsabilité pénale du tournage. Mhm. C'est-à-dire que j'ai sous ma responsabilité les personnes. C'est-à-dire que s'il y a un accident du travail, et que les conditions sanitaires et de sécurité n'ont pas été mises en place, il y a trois personnes qui sont en charge de ça. C'est un élément vraiment important. Ce sont le chef machiniste, le premier assistant réalisateur et le directeur de production. Et parfois, et ça pose question, et puis là, avec le coronavirus, ça va être encore un problème encore plus prégnant pour notre industrie, c'est de s'assurer que personne n'est mis en danger et que toutes les précautions ont été prises, que personne soit contaminé. Et si Alors, ce n'est pas le cas, oui, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. si c'est pas le cas, ces trois personnes peuvent exercer ce qu'on appelle la clause de retrait, c'est-à-dire de refuser de tourner. D'accord, Et ok. du Et coup, alors, c'est du les coup, là, assurances qui prennent en charge. Hein. et toutes les mesures dont tu parles, là, les mesures de sécurité qui vont être mises en place, qui les prévoit? Enfin, du coup, elles vous sont envoyées, c'est-à-dire que vous allez devoir suivre un certain nombre de mesures de sécurité. C'est toi? Ouais, Tu on m'entends? doit. Ouais. Ouais, ouais, excuse-moi, j'avais un appel en parallèle que j'ai refusé. Mais ouais, bah c'est là, on est une cinquantaine de directeurs de production à réfléchir à ça, parce que c'est vrai qu'un tournage, les gestes barrières dont on nous parle, ils sont extrêmement difficiles à mettre en place, parce qu'une maquilleuse, pour maquiller un comédien à plus de 2 mètres, à moins qu'il ait les bras de 2 mètres, mais il y a plein de difficultés. Ouais. Pour même, ne serait-ce que pour les comédiens. Euh, Faire une comédie romantique avec des qui se parlent à 2 mètres l'un de l'autre, Avec des il va masques. falloir jouer. Ça va être compliqué avec des masques, oui. Ouais, Peut-être après, ça va créer de nouvelles écritures et stimuler la c'est ça. créativité des scénaristes. Mais pour le moment, on est quand même à beaucoup douter sur notre La reprise. capacité. Ouais, ouais, Et bah sur la- comment mettre en place la reprise, comment, encore une fois, notre job, c'est d'être l'interface entre les producteurs et les techniciens. Donc, nous, on peut rien faire sans les techniciens et la base de techniciens qu'on connaît, qui sont des gens super consciencieux et qui eux aussi ont, comment dire, enfin, moi, à titre personnel, en tant que directeur de prod, et je sais que c'est partagé par beaucoup de directeurs de prod, nous, on protège aussi les techniciens. Ouais. Les producteurs, ils ont des intérêts. Souvent, on est de la part des techniciens, on est un peu l'œil de Moscou de la production. Et moi, je le vois plus comme les premiers des techniciens. Donc, on doit faire respecter la convention collective et puis assurer les salaires, veiller à ce que les heures, les journées ne deviennent pas complètement folles. Parce que combien de régisseurs on a vu finir sur la barrière de sécurité parce qu'ils avaient fait enfin, ils avaient travaillé plus de 20, 24, 20, enfin, jusqu'à des folies, jusqu'à 30 heures. Mais ça, c'est pas possible. Donc On a le même là, spectacle, hein, de toute façon. voilà, Ouais. voilà. Donc là, la problématique de ce Covid, c'est que ça va encore créer de l'inertie, parce que s'il faut tester tout le monde, qu'il y ait la présence d'un médecin, qui prenne la température de chacun matin, midi, soir. Déjà, on a des journées à rallonge et on se bat pour éviter des heures supplémentaires qui sont à juste titre très, très chères, parce on passe vite à des heures à 200%, 300%. Et nous, c'est notre job que de faire des journées qui soient, je veux dire, équilibrées, quoi, qu'on dépasse pas les 10 heures de plateau. Et c'est Mhm. une spécificité assez française, parce qu'aux États-Unis, c'est des rotations de 12 heures. Voilà. Donc, en France, bon, il y a la réglementation du travail est ce qu'elle est, et on doit la respecter. Mais là, ça semble très très compliqué avec déjà les journées nous semblent très très courtes pour rentrer ce qu'on a rentré. Alors si en plus il faut mettre en place les mesures barrières, alors
il va falloir, enfin, les temps de tournage vont Bon, augmenter considérablement. Donc c'est très très compliqué pour nous. et donc, et là, donc toi, c'est ça, c'est le volet directeur de production, mais tu as aussi Mm. deux autres casquettes. Tu as fait de la post-production. Ouais, j'ai fait de la post-production pendant pas mal de temps. Alors, c'est quoi ça exactement, du coup? Bah, la post-production, bah, c'est tout ce qu'il y a après le tournage. Donc c'est C'est-à-dire que c'est pas le le directeur monde. de prod c'est pas le même directeur de prod qui gère la production même et Mm, après. ça arrivait avant, mais on s'est rendu compte qu'il y a, avec l'arrivée de enfin, je sais pas comment le dater. Moi, je sais que je suis arrivé en directeur de post-production à une époque où c'est la HD qui arrivait et où on sortait de la pellicule. Mhm. Et du coup, moi, je suis arrivé à un moment où c'était à l'émergence du 52 minutes. C'était une des premières, il y a eu deux premières séries qui s'appelaient Section de recherche et RIS, et que TF1 a commandé. Et du coup, à cette époque-là, tout l'enjeu, c'était de savoir comment on pouvait fabriquer 12 épisodes par an. Parce que les Américains, parce qu'on arrivait dans le 50 minutes, la France avait une tradition de faire des téléfilms qui duraient plutôt 1 heure et demie, donc un format assez différent. Et nous, il a fallu inventer des manières de fabriquer pour pouvoir fabriquer 12 épisodes par an, alors qu'à cette époque-là, le maximum qu'une série puisse faire, c'était à part Sous le soleil, mais c'était pas du prime time, mais de l'access prime time. Donc nous, on était sur du prime time. Sachant qu'un 52 minutes, ça se tourne en 10 jours, il fallait qu'on puisse livrer euh, 12 films par an, ce qui était énorme. Et du coup, moi, je suis arrivé en post-production pour créer comment dire, pour inventer une manière de pouvoir sortir ces films très très rapidement. Donc on est passé d'un montage, je vais rentrer un peu dans les termes techniques, mais on est passé d'un montage offline à un montage online où on faisait en même temps les effets spéciaux la nuit, c'est-à-dire que normalement dans un montage traditionnel, à l'époque où on le faisait, on montait en pleine définition, on montait en basse définition, puis après on faisait ce qu'on appelle une conformation, on prenait tous les bouts qui étaient montés, on les assemblait ensemble, et là on avait une copie haute définition. Nous, on s'est mis à charger tous les rushs en haute définition, et la nuit, il y avait des truquistes qui faisaient les effets spéciaux, et on arrivait à la chaîne pour présenter le film avec les effets spéciaux intégrés dans ça. Donc on a pas mal tâtonné au début. Et puis on a mis en place des monteurs qui travaillaient en parallèle avec des serveurs, avec certains qui travaillaient sur un bout du début d'épisode, puis un autre qui travaillait sur l'autre moitié de l'épisode. Et puis au fur et à mesure, on a mis en place ça. Moi, j'ai arrêté la post-production dans les années environ vers 2008, parce Mhm. que j'avais monté une boîte de j'avais monté avec des partenaires une boîte de post-prod à cet effet, pour cette série-là et pour d'autres séries de 52 minutes. Et puis au fur et à mesure, j'en avais un petit peu assez d'être enfermé et d'être sédentarisé dans une structure fixe. Et du coup, je suis revenu à mes premières amours, ce qui était de partir en tournage et de voyager et de rencontrer des nouvelles personnes dans des pays différents. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y a un tournage qui t'a marqué plus qu'un autre dans tout ton nom? Bah, il y en a eu quelques-uns qui m'ont pas mal marqué. Moi, j'ai des souvenirs avec Roxane Pinero, qui était ma chef régisseuse, et je me souviens que Blueberry, ça a été une aventure incroyable où je me suis lié d'amitié avec plein de potes du boulot. Que ce soit Pascal Salafa, qui était le premier assistant, que ce soit Michael Madsen, qui était le comédien dont je m'occupais, qui était un sacré numéro qu'il fallait gérer. Et ouais, ce tournage, je m'en rappelle, parce que c'était du rock and roll tous les jours, avec des aléas qu'il fallait gérer, les égos de chacun. Il y avait beaucoup de talents différents. C'était parti au Mexique, en France, au studio d'Arpajon, qui étaient des studios énormes. Moi, c'était mon Ah, premier film en studio. Ouais.
Et puis après, c'est parti en Espagne. On a roulé pendant 48 heures avec tout le matos, des camions noirs de chez Carl Grip pour descendre dans le sud de l'Espagne. C'était le salaire de la peur. Et on arrivait le lundi matin à 6 du mat et ça tournait à 8. On était totalement explosés. Et on s'est retrouvé sur le décor qui avait servi de toile de fond à Il était une fois dans l'Ouest, le bon, la beauté, le truand. Et du coup, ouais, c'était. Et toi, tu fais ça depuis longtemps, est-ce que tu trouves que le métier, tu l'as senti changer ou pas? Bah, le métier, il a changé, ouais, parce que moi j'ai commencé, hein, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a eu, c'est que moi j'ai commencé à l'époque où les producteurs c'était des gamblers qui avaient la moitié de leur financement et qui allaient foutre, quand ils avaient 1 million, ils allaient mettre 1 million sur le rouge pour essayer de choper le million qui manquait pour faire le film. Et il y avait un petit peu plus de gouailles, il y avait quand même des gamblers, et aujourd'hui ça s'est vraiment financiarisé. Alors c'est plus des profils, les producteurs, c'est plus des mecs qui viennent d'HEC, d'écoles, de grandes écoles de commerce, parce que c'est devenu vraiment de l'ingénierie financière dans les sources de financement à disposition. Il faut vraiment pour être producteur aujourd'hui, faut s'y connaître beaucoup en financement, en levier de financement, avec l'entrée des, comment dire, des Sofica, des groupes privés qui financent aussi les films, les couloirs de récupération. C'est-à-dire qu'avant, grosso merdo, il y avait un distributeur qui achetait un film à un producteur, et puis la salle rentabilisait l'ensemble. Aujourd'hui, pour produire un film, il y a jusqu'à 15 sources de financement. C'est-à-dire, il y a la distribution de la salle, il y a la première fenêtre sur la VOD. Le DVD, déjà, c'est fini, ça vite parti. Pardon, le Blu-ray. Après, avec l'émergence des plateformes comme Netflix, ça a aussi un peu changé la donne, parce que Netflix, ils achètent le film pour tous les droits pendant 20 ans, donc pour tout territoire, en disant au producteur, ben voilà, ton film il coûte 5 millions, je te l'achète 6 et je te prends tous les droits, tous les pays pendant 25 ans. Et du coup, il n'y a plus de remontée de recettes. C'est-à-dire que le producteur, il sait en amont combien il va gagner. Et oui, ça a pas mal changé la donne. Et le métier est en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. Euh, Notamment du point de vue des scénaristes. Avant, les scénaristes, le cinéma, c'était vraiment le lieu rêvé pour les scénaristes. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça a basculé sur la télévision, où c'est vraiment les scénaristes qui ont pris la main avec l'avènement des showrunners. Euh, et on voit qu'il y a des écritures qui sont vachement plus intéressantes pour les scénaristes en télévision, parce qu'ils peuvent développer des univers sur beaucoup plus longtemps. Et puis c'est très bien financé. Et le phénomène du binge-watching s'est développé. Alors, je veux bien que tu me dises le binge-watching, qu'est-ce que c'est? Bah, le binge-watching, donc c'est la possibilité de voir toute une saison d'un seul coup, c'est-à-dire de faire un marathon, de se dire voilà, il y a le nouveau Peaky Blinders qui sort, c'est plus une sortie épisode par épisode de manière séquencée et Mhm. feuilletonnée, et c'est le feuilletonnant en fait. Il y avait une nuance avant en télévision, c'était feuilletonnant ou non feuilletonnant. Feuilletonnant, c'est-à-dire qu'il y a une suite, les épisodes sont liés par une chronologie et par des personnages. Le non feuilletonnant, c'est des personnages principaux dans des contextes différents, c'est-à-dire Colombo qui va mener une enquête, puis cette enquête se clôture, tandis que maintenant on voit que les épisodes d'une série se suivent, et du coup bah, on va voir de 12 à 20 épisodes en fonction des séries, Mhm. et qu'on attend qu'à la Casa del Papel, là, qui vient de sortir. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui le regardait dans une continuité, sans s'arrêter. Mhm. C'est-à-dire, ils voient les 12 épisodes, et puis ils enchaînent sur une autre série pendant 12 autres épisodes. Et donc, ce phénomène du binge-watching, il a été créé. Enfin, avant, on pouvait acheter effectivement une saison en DVD, puis se manger toute la saison d'un coup. Mais à l'époque de Twin Peaks, qui était une des premières séries, bah, il fallait attendre Oui. chaque semaine de voir l'épisode. Voilà. Bon, du Mais coup, voilà. eh ben, on est arrivé au bout de la demi-heure, mais j'ai encore une dernière Ouais. question.
Toi, donc, Ouais, tu es intermittent du spectacle. yes, tout à fait. Ouais, Le coronavirus, j'imagine que ça a eu des répercussions sur ton activité depuis le mois de mars. Et alors, du coup, ouais. t'avais des projets? Comment ça se passe pour toi? Bah oui, oui, j'avais des projets. Bah, j'étais en tournage le 13 mars quand Manu a parlé. Et là, on était tous ensemble avec le producteur, le réalisateur. On venait de finir notre journée et on a su tout de suite que ça craignait vraiment, quoi, que ça allait vraiment être compliqué pour nous dans les mois à venir, que tout allait s'arrêter. Après, sur le moment, enfin après, ce sont des points de vue politiques et donc je les développerai pas ici, mais on a su que ça allait vraiment être la merde et encore plus pour nous parce on est dans c'est difficile d'avoir moins de 50 personnes. On est tous derrière une caméra dans un espace qui fait 5 mètres carrés. On tourne dans des appartements. Donc, bon, comme moi je suis un éternel optimiste, je me dis qu'on va trouver des solutions, qu'on va réinventer notre métier, qu'on va revenir dans des tournages en studio, avec des contrôles sanitaires à l'entrée et à la sortie du studio, avec un médecin sur place, et puis qu'on va en venir à bout de ce virus à un moment donné. Mais c'est un moment bah, de réflexion pour nous tous autour des nouvelles pratiques à mettre en place. C'est vrai. Et puis de se réinventer et de voir, Ouais, la pouvoir. que je me permets sur le spectacle, c'est juste aussi de savoir, même si les théâtres réouvrent, c'est de savoir si les gens vont aller au théâtre. Bah, ce qui est évident, c'est qu'on a encore plus besoin de divertissement, à mon avis. On a encore plus besoin de se changer les idées. J'ai pas regardé là les audiences, mais en gros, le seul vecteur là de divertissement que les gens peuvent avoir, c'est la télévision. Mais à un moment, il n'y a rien de vaut qu'un spectacle vivant. Moi, je suis effectivement ultra désolé pour mes potes et confrères qui sont sur les festivals, parce que moi-même, j'adore aller dans un festival de musique, j'adore aller au théâtre, j'adore voir de l'opéra, et je sais que pour ce secteur-là, ça va être super, super compliqué aussi. Donc pareil, il faut réfléchir à la sortie de crise, à comment on va arriver à faire que ce soit encore, encore plus vivant comme spectacle. Mais ce sont des vibrations uniques, ouais. Et c'est Ouais. désolant pour un Tout à secteur l'heure, qui est déjà compliqué. on s'est eu au téléphone, on s'est dit c'est vraiment surréaliste cette période. Du coup, on vit, Mm. on est un peu, on sait pas trop, on attend. On attend, mais oui, oui, bah nous, moi, ce que je conseille à tous ceux qui sont dans le métier, il y a des choses heureuses aussi. Moi, comme je te dis, je vois le verre à moitié plein. Là, on est en réunion tous les 2 jours avec tous les directeurs de production à échanger ensemble. Ce qu'on ne faisait jamais. On se connaît pas, on se connaît un peu comme ça, mais c'est plutôt, on n'est pas ensemble. On est plutôt à se dire, ah, lui, il est sur ce projet-là et on n'a pas le temps. On est même dans les mêmes bureaux de prod, mais on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas le temps à réfléchir sur notre métier, à remettre le métier sur l'œuvre, c'est ça, l'expression. Le métier sur l'ouvrage, voilà. Donc là, on se repose sur les questions de ce que c'est notre job, comment on peut l'exercer, comment on peut le faire avancer, quelles sont nos responsabilités, quel est quel est notre rôle au sein de l'ensemble des professions, où est-ce qu'on a notre épingle du jeu à sortir vis-à-vis des producteurs, est-ce qu'on a les mêmes responsabilités que les producteurs, est-ce que mais voilà, donc il y a de ça émergent des conversations. Donc moi, ce que j'invite tous les autres confrères techniciens, c'est de se rapprocher les uns des autres et de réfléchir à leur métier ensemble et de voir comment, ensemble, on peut apporter des solutions euh, et vraiment réfléchir à cet après-confinement. Nous, on a monté une plateforme sur Slack et tous les jours, on échange, on communique avec les assureurs, on communique avec les ministères, on communique avec les autres associations de techniciens, on communique avec les régisseurs. J'ai pas parlé des régisseurs, mais c'est aussi une des chevilles ouvrières de mon job, c'est-à-dire que sans bon premier assistant et sans régisseur, moi je peux pas faire mon job. Vraiment.
Mais c'est pareil pour les ingénieurs du son, c'est pareil pour les chefs d'éco, pour les équipes d'éco, pour les maquilleurs, les danseurs, les coiffeurs, les producteurs de spectacles vivants, les backliners, mais tous. Là, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de se mettre en groupe, créer des associations pour réfléchir à ce que va être le job demain et puis d'échanger avec d'autres groupes. Voilà. Et c'est un moment qui est privilégié. C'est ce temps-là et c'est vraiment un temps privilégié pour se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que ça va être notre job demain et comment on va pouvoir l'exercer pour satisfaire l'ensemble des techniciens avec qui on bosse. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci à toi, Fanny. Franchement. Bon, et bah merci et bravo pour ton initiative. Et Merci puis, et à bientôt. ça Profite marche. de ton petit coin de paradis. Et Ouais, toi merci aussi. d'avoir accepté de faire ça. Je t'en prie. À Tout très plaisir bientôt. était pour moi. À bientôt.